Comment peut-on tirer ainsi, semble-t-il, à bout portant de sang-froid sur des policiers que l'on vient de désarmer? Tiens, est-ce un signe de cet ensauvagement dans la société, ensauvagement dont on parle tant chez certains élus? Le mot sauvagerie a d'ailleurs été employé par Gérald Darmanin tout à l'heure sur place. On a besoin de comprendre pourquoi le grand banditisme ou d'autres en sont réduits à tirer sur des policiers? Nathalie Arthaud ? Justement, voilà, moi je crois que si c'est le grand banditisme, c'est un problème qui est quand même bien particulier. Et, même si c'est des dealers, qu'est-ce que ça change au fond? Mais par contre, les incivilités, l'individualisme qui monte, les jeunes paumés, là il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a la lutte contre le chômage. Il y a proposer des perspectives, un projet à ces jeunes. Il y a leur donner une chance de s'intégrer, de pouvoir, voilà, La réponse à la violence, c'est une réponse sociale. Je pense aux incivilités, je pense effectivement... Non, mais justement, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Si l'on parle de trafic organisé, si l'on parle de voyous, de tueurs, qui va s'étonner ici qu'il n'ait pas de principe et qu'il soit prêt à tirer sur des policiers? Mais si, parce que c'est pas comme ça que ça se déroulait il y a quelques années encore. Mais encore une fois, regardez ce qui se passe de partout, c'est comme ça. C'est pas la première fois que des malfrats, que des tueurs, des fusillades entre eux et la police. Combien de fois? Tous les jeudis, désormais, la France se prépare à se replier un peu plus. Conférence de presse, pour la 3e fois, de Olivier Véran, le ministre de la Santé. Alors, il y a une quinzaine de jours, on nous parlait de Marseille. La semaine dernière, on nous parlait de Paris, de la Petite Couronne. À qui le tour? Lille, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, peut-être Toulouse. On va y revenir dans un instant. Et d'abord, une autre preuve que ça ne s'arrange pas est le sentiment que l'histoire repasse un peu les plats. Le plan blanc est décrété dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Alors, non, mais moi, je trouve ça dingue. Franchement dingue. Vous dites qu'il faut faire appel à la responsabilité de chacun. Mais elle est où, la responsabilité du gouvernement, là? L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il est en train d'appeler... c'est un appel à l'urgence, ça. C'est, voilà, le plan blanc. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Parce que, quand même, on n'est pas du tout dans la même situation du mois de mars et d'avril. Il y a eu 6 mois entre les deux. L'épidémie, elle circule, c'est vrai, mais bien plus lentement, bien plus doucement, précisément parce qu'on a appris, parce que la population, elle fait des sacrifices, parce qu'elle se plie aux gestes barrières, aux masques, parce que les efforts, ils sont faits du côté de la population. Moi, je suis frappée aussi de voir que l'expérience... il y a eu des gains d'expérience dans les hôpitaux puisqu'ils prennent mieux en charge, y compris les malades. Pour éviter qu'on aille jusqu'en réanimation. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui devraient permettre d'affronter la situation avec plus de sérénité que ça. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de le faire parce que l'État n'a pas fait, lui, ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais écoutez, l'année dernière, il y a 1 an, je me souviens qu'il y avait eu un mouvement de colère dans les hôpitaux parce qu'ils étaient confrontés à une épidémie de bronchiolite. Et qu'ils n'arrivaient pas à faire face parce que déjà, il n'y avait pas assez de lits. Personne n'est surpris qu'à l'automne, il y a des pathologies qui reviennent et qui remplissent à nouveau l'hôpital. Personne, parce que c'est comme ça chaque année. Personne n'est surpris qu'il faut rattraper le retard qui a été pris parce qu'il y a eu des interventions qui étaient déprogrammées. Personne n'est surpris. Tout le monde savait que les hôpitaux auraient tout ceci à affronter là à la rentrée. Il n'y a pas eu d'embauche de personnel, de création de postes. Même le matériel aujourd'hui, entendre des soignants nous expliquer qu'ils doivent courir encore derrière des respirateurs, mais c'est un scandale. Alors, attendez, pour être tout à fait, il y a des hospitaliers qui, on en a régulièrement dans cette émission. Oui, dans certains hôpitaux. Parce que le problème, c'est qu'il y a du personnel, il y a du matériel et souvent pas de personnel. Ça, mais ça ne serait que dans un seul hôpital. Est-ce que c'est normal? On ne forme pas un réanimateur en rien de temps. Normal. Concernant Lille, qu'en est-il de la situation épidémique, de la situation de tension dans les hôpitaux, et est-ce que, à vos yeux, ça justifierait de nouvelles contraintes? Je repose ma question. Des nouvelles contraintes, oui, du point de vue sociétal. On a un taux d'environ 300 par 100 000 habitants dans la métropole, mais il n'y a pas de lien direct pour l'instant avec la saturation hospitalière. Nous avons 2 endroits dans la métropole de Lille où les hôpitaux enregistrent des taux d'hospitalisation, notamment pour des personnes âgées qui sont élevés. Mais sur les 5 hôpitaux de la métropole, dont le centre hospitalier universitaire, 3 autres ont des capacités pour l'instant à peu près maîtrisées, notamment en réanimation. Donc j'entends qu'il y a encore des marges, peut-être de la nécessité d'anticiper justement ces mesures et d'anticiper une courbe épidémique qui pourrait s'accélérer et s'aggraver. Absolument. Un certain nombre de restrictions de nos libertés, dès lors qu'elles sont partielles,
nous permettent éventuellement d'éviter la restriction totale des libertés. Nathalie Arthaud, qu'en pensez-vous? Il faut accepter une part de restriction de liberté pour ne pas aller vers la restriction de toutes nos libertés. On en est là. On envoie aussi des signaux pour créer un choc dans la population. Non, mais moi, je note que tous les hôpitaux ne sont pas dans la même situation. Certains, donc, comme celui-là à Lille, le CHU de Lille a apparemment encore un petit peu de marge, mais pour plein d'hôpitaux, il n'y a plus de marge. Voilà, il n'y a plus de marge. Et encore une fois, les contraintes qui pèsent sur la population, elles sont là. Oui, les efforts, ils sont faits. Les efforts sont faits. Et il y en a marre de culpabiliser en permanence, en permanence les gens, alors même que l'État ne prend pas, et je le redis, ses responsabilités, lui, de son côté. Parce que la situation des hôpitaux, oui. Ils sont dans une crise et c'est pas nouveau et c'est pas lié d'ailleurs seulement à cette pandémie. Enfin, je suis désolée, mais pendant des années et des années, ils ont tiré la sonnette d'alarme. C'était les services d'urgence. Vous nous culpabilisez en envoyant des restrictions. Mettre de l'argent dans les hôpitaux. Non, c'est de la prévention et c'est de faire passer les messages parce qu'on sait que des fois il y a un peu de relâchement sur les mesures prises. Simplement sur la capacité des hôpitaux, on ne peut pas espérer qu'elles soient saturées pour justement justifier qu'il faut plus de lits d'hôpital. Mais il n'y a pas besoin de ça. Les lits d'hôpitaux, il en faut. Rester sur un niveau acceptable de nombre de lits occupés. Quelques chiffres pour qu'on mesure la situation de ce qui se passe dans ces grandes écoles. Par exemple, dans la promo 2019-2020 de l'ENA, 76% des élèves ont un père exerçant une profession dite supérieure. Vous voyez, pourcentage d'enfants de CSP+, 41% en moyenne des étudiants, alors que c'est 20% de la population, dans la population. Et vous le voyez que dans les grandes écoles, Sciences Po, l'ENA, l'X, la proportion explose. Nathalie Arthaud, qu'en dites-vous? Non, mais moi, mon problème, mon combat, ce n'est pas de lutter contre les inégalités d'accès aux écoles supérieures, c'est de lutter contre les inégalités tout court. Voilà. C'est quand même ce qui se passe. Non, contre les inégalités sociales. Contre les inégalités sociales. Il ne s'agit pas de piocher parmi les jeunes défavorisés quelques heureux, chanceux, à qui on va donner la possibilité d'accéder à l'ENA ou je ne sais trop quoi, et puis condamner le reste des classes des jeunes défavorisés à leur situation. Il faut changer. Pardon ? Non, il n'y a pas de condamnation. Mais si, c'est une condamnation sociale. D'ailleurs, la formation sur de l'apprentissage. Il y a une chose. Il ne faut pas diriger un certain public vers un condamnation. Et certains publics c'est une condamnation sociale. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a lui-même relevé. On recule. Plus ça va, plus il y a des inégalités, plus le fossé se creuse entre effectivement les plus riches et les plus pauvres. C'est ça la réalité. Alors moi, après, quand j'entends les uns ou les autres dire « Oh là là, mais le mérite, il sera où dans tout ça ?» Mais c'est une blague. Notre société, elle n'est pas guidée par le mérite. Mais pas du tout. Mais attendez, les grands actionnaires là qui se font des millions par mois, ils le méritent. Mais la société ne se résume pas aux grands actionnaires. Mais dans la société, l'argent va à l'argent. Et c'est sûrement pas le mérite qui organise cette société. Et je me souviens d'ailleurs, y compris pendant le pic de l'épidémie, Emmanuel Macron avait dit « Ah oui, mais les salariés, les ouvriers qui sont au travail aujourd'hui, les caissières, ils ont beaucoup de mérite. » Bah oui, ils ont beaucoup de mérite. Et vous avez vu comment ils sont traités par la société ? Donc voilà, on est dans une société qui fabrique les inégalités parce que c'est une société qui est basée sur l'exploitation. Et moi, c'est ça que je combats. Et on ne va pas essayer de faire des mesures dérisoires. Si on ne prend pas le problème à la racine, on n'arrivera à rien. Sur un autre débat qui aura lieu à l'Assemblée dans les prochaines heures, puisque les députés s'apprêtent, sur un autre registre, à examiner une proposition de loi pour rallonger de 12 à 14 semaines le délai légal pour accéder à l'interruption volontaire de grossesse. Nathalie Arthaud. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça serait un progrès parce que effectivement, beaucoup de centres d'IVG ont fermé. C'est 8% qui ont fermé sur ces 10 dernières années. Et puis, il y a les déserts médicaux, il y a les difficultés pour rencontrer les gynécologues. Moi, je le vois dans mon lycée, une infirmière qui est souvent, qui doit se dédoubler. Donc, c'est très difficile, effectivement, pour les femmes, pour les jeunes filles, d'affronter ce genre de situation. Et donc, c'est une nécessité aujourd'hui, c'est une nécessité. Et quand on entend les uns ou les autres dire « oui, mais voilà, c'est pas possible », etc., moi, je pense que ça relève de la non-assistance à personne en danger. Voilà. Il faut donner la possibilité à ces femmes de pouvoir exercer ce droit qui est dans la loi, justement, mais qui est de moins en moins dans la réalité.